On passe maintenant à un deuxième exemple, l'échelon. Et l'échelon est un contre-exemple. C'est un contre-exemple où le théorème pour chercher une transformée de Fourier à partir d'une série ne marche pas. Donc, voici la définition de l'échelon. C'est une fonction qui est nulle pour t négative, 1 pour t positive. Supposons qu'on utilise les équations d'analyse pour chercher la transformée de Fourier. Donc, voici l'équation d'analyse. On remplace la fonction u de t par la définition. C'est l'échelon, donc elle est nulle pour les valeurs de t négatives et on a une intégrale qui est juste de 0 à l'infini, une exponentielle complexe facile à intégrer et on arrive à une expression qui est 1 divisé par 0, qui donne l'infini. Donc, cette approche ne marche pas. Donc, on essaie d'appliquer l'approche qu'on utilisait tantôt pour le signe. On essaie de l'appliquer aussi pour l'échelon. Donc, au lieu d'une exponentielle décroissante de deux côtés, on utilise une exponentielle décroissante d'un côté. Encore l'indice k. On sait c'est quoi le transformé de Fourier de l'exponentielle décroissante d'un côté. On le cherche dans notre table. Et si on cherche la limite quand k tend vers 0 pour cette transformée de Fourier, on arrive à 1 sur j oméga au moins j sur oméga. Comment est-ce que je sais que ce n'est pas vrai, cette réponse-là? Mais si je recule, c'est essentiellement le même transformé de Fourier que j'ai trouvé pour le signe. Donc, je sais que c'est faux parce que je ne peux pas avoir le même transformé de Fourier pour deux fonctions. Il y a une relation 1 à 1 pour les transformés de Fourier et les fonctions. Donc, il y a un problème soit avec l'échelon ou soit avec les fonctions signes. On ne peut pas avoir les deux fonctions différentes qui ont le même transformé de Fourier, même malgré le facteur 2, ce n'est pas une explication. Donc, c'est impossible. Donc, d'où l'origine de cette inconsistance dans notre argument. Mais on a vu déjà que l'échelon a une valeur moyenne infinie, un non nul, c'est certain. Et donc, étant donné que la valeur moyenne est infinie, elle doit avoir une transformée de Fourier avec une impulsion au décès. Donc, c'est la valeur moyenne qui fait que l'intégrale de Fourier, finalement, ne converge pas. Donc, si on fait un rappel, quand on avait le théorème pour les fonctions généralisées, on a fait changer l'ordre de la limite et l'intégration. On a dit si l'intégrale existe et converge, mais à cause de la valeur moyenne qui est infinie, l'intégrale n'existe pas, donc on n'avait pas le droit de changer cet ordre d'intégration. C'est pour ça que pour l'échelon, cet théorème n'est pas valide. La vraie approche pour chercher c'est quoi le transformé de l'échelon, c'est d'exploiter les résultats qu'il y en avait pour la fonction signe. Donc, le u de t, finalement, on peut écrire comme la moitié du signe plus la moitié. Donc, je peux déplacer le signe par 1 qui fait de 0 à 2 et multiplier par une demi pour finalement arriver à l'échelon. Donc, pour chercher le transformé de Fourier de l'échelon, je trouve le transformé de Fourier plutôt de cette somme-là. Je sais c'est quoi le transformé de Fourier de signe parce que je viens de le calculer. Et le transformé de Fourier pour une constante, je sais c'est juste une impulsion de Dirac. Donc, le vrai transformé de Fourier pour l'échelon est moins j sur oméga, comme nous avons cherché tantôt, plus pi fois delta oméga. Donc, c'est ce facteur-là qu'on n'a pas calculé précédemment avec l'approche qu'on utilisait. Donc, en conclusion, les transformés de fonctions généralisées, ça peut être un peu difficile à appliquer. C'est un théorème qui marche pour l'impulsion de Dirac et qui marche pour la fonction signe. Pour le reste, faites attention. Surveiller la convergence de l'intégrale, surtout pour les valeurs d'essai. Mais pour nous, dans le cours, pour procéder, c'est vraiment juste ces deux résultats que nous allons utiliser pour le reste du cours.
Donc, j'ai commencé l'introduction en parlant des 4 fonctions et à date, nous avons travaillé 3 de ces 4 pour chercher c'était quoi le transformé de Fourier pour le signe, l'échelon et la fonction de Dirac. Ce qui reste, c'est l'exponentielle complexe. Et pour finir avec ce 4e, je vais faire appel au résultat pour la fonction de Dirac. Je vais exploiter la propriété de décalage temporel parce que dans celui-là, je vois il y a un exponentiel complexe qui arrive. Donc, j'aimerais isoler le comportement de l'exponentiel complexe pour tirer conclusion sur cette transformée de Fourier. Donc, je peux chercher c'est quoi la fonction pour laquelle le transformé de Fourier est juste égal à 1. On voit ici, c'est pour la fonction de Dirac. Donc, la fonction de Dirac, il y a une transformée de Fourier qui est égale à 1. Donc, fonction de Dirac, transformée de Fourier 1. Donc, si je cherche un décalage temporel de cette fonction de Dirac, le transformé de Fourier sera E le J oméga A fois ce transformé qui est 1. Donc, quand je déplace, ici on voit graphiquement, quand je déplace la fonction de Dirac, elle n'est plus centrée sur l'origine t égale à 0, mais plutôt sur une position arbitraire t égale à A. À ce moment, le transformé de Fourier sera une exponentielle complexe. Donc, je suis presque arrivé au résultat que je veux parce qu'ici, j'ai une exponentielle complexe, mais dans le domaine fréquentiel. J'aimerais savoir c'est quoi le transformé de Fourier quand je trouve l'exponentielle complexe plutôt dans le domaine temporel. Donc, pour ça, je vais faire appel à la propriété de dualité. Donc, avec la dualité, je peux prendre le résultat que j'avais dans le domaine fréquentiel et l'appliquer plutôt dans le domaine temporel. Dans le domaine fréquentiel, il sera nécessaire d'introduire un facteur d'échelle de 2π et de changer le signe de fréquence. Donc, par dualité, je prends mes résultats. C'est ce qui était dans le domaine fréquentiel, E le moins J oméga A. Je transforme dans le domaine temporel, E le moins J TA. Et le transformé de Fourier sera 2π fois fonction delta. Et la fonction delta sera moins oméga moins A. Parce qu'ici, dans le domaine temporel, j'avais t moins A. Donc, je remplace le t par moins oméga. En sachant que la fonction de Dirac, la fonction delta, est une fonction paire, je sais que c'est l'équivalent juste de delta oméga plus A, au lieu de moins oméga moins A. Donc, en remplaçant A par oméga 0, j'ai la conclusion qui est E le moins J oméga 0 t à un transformé de Fourier qui est une fonction de Dirac, mais centrée sur la fréquence oméga 0. Si j'ai la fréquence, l'exponentielle complexe le plus J oméga 0t, la seule différence, c'est le signe où est-ce qu'il est centré. Donc, quand c'est plus ici, la fonction de Dirac est centrée sur oméga 0. Quand le signe dans l'exponentielle complexe dans le domaine temporel est négatif, la fonction de Dirac est plutôt centrée sur la fréquence moins oméga 0. Prenons maintenant l'exemple de la cosinus. Nous avons trouvé le transformé de Fourier pour les deux exponentielles complexes. Donc, on peut écrire le cosinus d'oméga 0t comme le somme des deux exponentielles complexes fois 1/2, soit l'équation d'Euler. Donc, pour chacun des exponentielles complexes, on a le transformé de Fourier. Donc, en multipliant par le facteur d'1/2, on voit ici le transformé de Fourier pour le cosinus, soit une impulsion de Dirac centrée sur oméga 0 et une autre transformée de Dirac centrée sur moins oméga 0 et l'auteur de ces fonctions Dirac est égal à pi. Ça veut dire que l'aire sur la courbe pour chacun des Dirac est égal à pi. Donc, c'est un résultat très satisfaisant parce que nous avons vu dans la première partie du cours, dans le chapitre 2 sur la série de Fourier, que le cosinus avait deux coefficients dans la série de Fourier. Ici, on voit qu'il n'y a que deux. Le contenu fréquentiel, quand on cherche le transformé de Fourier de cosinus, est aussi une
spectre discret, qui n'est pas toutes les fréquences qui sont présentes, mais il y a plutôt qu'une seule fréquence oméga 0 qui est présente. Donc, il y a une consistance entre le résultat de la série de Fourier et le transformé de Fourier. Bien sûr, dans le transformé de Fourier, nous avons maintenant la fonction de Dirac dont on n'a pas parlé quand on parlait plutôt de la série de Fourier.